Bonjour pour ceux qui viennent de se joindre à nous. On devrait commencer dans quelques minutes. Il reste encore beaucoup de personnes qui devraient se présenter, mais il y arrive progressivement. Je rappelle que vous pouvez utiliser votre audio pour le moment. Je vais enlever toutes les micros à tout le monde pendant la présentation, mais si vous voulez intervenir, je redonnerai la permission au moment de la discussion. Peut-être un petit rappel des fonctions rapides au cas où on en aurait besoin pendant la présentation. Vous allez vous trouver au haut de votre écran, vous allez voir une petite main à la gauche de l'écran. C'est une petite main levée. Si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir plusieurs possibilités. Vous pouvez lever la main, vous indiquer que vous êtes d'accord ou pas d'accord, que vous ne comprenez pas, etc. Alors, souvent, parfois, il pourrait arriver qu'on vous demande de donner votre appréciation, donc une main levée. Parfait, merci Julio pour la démonstration. Donc, c'est de cet outil-là dont on va parler. Pour l'enlever, vous avez juste à cliquer sur j'essaie de le faire, cliquer une deuxième fois sur la petite main, puis elle devrait partir, ou aucun état, c'est ça, vous sélectionnez aucun état. Donc, je redonne accès à tout le monde peut présentement prendre la parole. Il nous reste quelques minutes. C'est probablement qu'il y a beaucoup de personnes qui vont arriver en cours de route. Je vous avoue que je suis un petit peu plus inquiète parce que le deuxième présentateur ne s'est toujours pas présenté, mais j'essaie d'être en contact avec lui présentement. Et alors là, je vais enlever, le droit de microphone à tous. Puis là, j'espère que je ne l'enlève pas à Christine en plus. Là, mais je sais pas. Non, OK. Oui, OK. Voilà, Christine, je t'ai redonné les droits. Donc, je vais juste fermer ma caméra. Pas nécessaire de me voir. On va commencer. Oui, il y a probablement encore des personnes qui vont se joindre à nous en cours de route, mais on va tout de même commencer maintenant. Christine, ça te va? Oui, merci. OK. Donc, bonjour et bienvenue à cet atelier de la CCP. J'aimerais d'abord rappeler que l'atelier est enregistré, de même que l'interprétation. Pour ceux et celles qui utilisent le service d'interprétation, vous devez toujours utiliser le microphone de votre ordinateur pour faire une intervention. Lorsque vous intervenez, pour faciliter le travail de l'interprète, il serait préférable d'avoir, si possible, un débit moyen ou, si vous préférez, un débit qui n'est pas excessivement rapide.
J'aimerais enfin remercier notre commanditaire SVI E-Solutions pour nous permettre d'utiliser leur outil de webconférence VIA. Cette 4e série d'ateliers porte sur le design pédagogique en général. D'une durée de 10 à 15 minutes environ, les présentations sont suivies d'une période de questions. D'abord, Christine Simard va aborder le thème des compétences pour conseiller à toutes les phases. Après une période de questions d'environ 30 minutes, le professeur McGreal présentera ensuite le 2e thème, une approche agile en matière d'élaboration et d'assemblage de ressources éducatives libres. Christine Simard est spécialiste en sciences de l'éducation au service technopédagogique de la TELUC, une université dédiée à la formation à distance. Elle détient une maîtrise en éducation, spécialisation en technologie éducative de la TELUC et un agrément de spécialiste de la formation et du perfectionnement de l'Institute for Performance and Learning. Elle agit comme secrétaire trésorière pour le réseau d'enseignement francophone à distance, le REFAD. À la TELUC, Christine participe à l'élaboration de programmes d'études, à la conception et à l'évaluation des activités d'enseignement et d'apprentissage, ainsi qu'à la conception des environnements d'apprentissage en ligne. Parmi les cours auxquels elle a collaboré, le cours EDU 1050, Analyse sociale de l'éducation, de la professeure Danielle Paquette, a reçu le prix du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 2013-2014 dans la catégorie Cours de la formation à distance. Christine est également l'architecte pédagogique du cours Signaleur de chantier routier de l'Association québécoise de transport. Elle s'intéresse à tout ce qui concerne la conception pédagogique, la pédagogie universitaire à distance et le développement des compétences de conseil. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Christine. Merci beaucoup, Carole. Alors, je vais m'assurer qu'on me voit et qu'on m'entend. Est-ce que l'audio est toujours bon? Oui, c'est très bien. Excellent, merci. Alors, je vais... Alors d'abord, je voudrais remercier l'Association canadienne des concepteurs et des conceptrices pédagogiques pour cette opportunité de réfléchir sur ma pratique professionnelle. C'est, pour ceux qui me connaissent, un dada personnel. Comme Carole le mentionnait tantôt, là, je travaille en formation des adultes depuis une vingtaine d'années, les 8 dernières à la TELUC, qui est une université à distance francophone. Alors, aujourd'hui, les objectifs qui avaient été annoncés étaient de vous permettre d'associer des compétences de conseil à différentes phases du processus de design pédagogique, de reconnaître possiblement des compétences de conseil que vous mobilisez déjà dans votre pratique et de sélectionner possiblement des compétences de conseil que vous aimeriez développer davantage. Je vous avertis tout de suite que j'ai renoncé à l'atteinte du premier objectif en cours de route et je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Alors, d'abord, je dois mentionner que Carole, est-ce que je vais trop vite pour la traductrice ou ça va? Je pense que ça va. J'imagine qu'elle va nous le dire dans le clavardage si c'est trop rapide, mais je pense que ça va bien. Continue. Je te remercie. Alors, je crois que le métier de concepteur pédagogique, c'est vraiment une profession extraordinaire. Personnellement, ça m'aura permis de cheminer d'un rôle de formateur, donc d'avoir été d'abord impliquée dans la diffusion de formation, vers un rôle où je faisais de la conception pédagogique d'abord en présentiel et depuis les derniers 8 ans dans un contexte de formation à distance. Ça m'a permis aussi de cheminer d'un rôle d'experte de contenu, parce qu'au départ, j'enseignais des choses dans lesquelles j'étais experte de contenu, vers un rôle de concepteur pédagogique où là, je suis appelée à collaborer avec des gens qui détiennent de l'expertise dans des domaines très, très variés et au cours des dernières années, donc particulièrement en technologie éducative, en formation à distance et en formation des adultes.
Alors, une des choses que j'ai faites dans mon dada personnel, c'est de travailler à l'obtention d'une maîtrise en éducation l'an dernier. Et dans le cadre de cette maîtrise-là, j'ai fait une recherche qui portait sur les compétences de conseil en pédagogie universitaire à distance, autrement dit, les compétences de gens qui font le même métier que moi. Ce référentiel-là a été élaboré à partir de différentes sources, à partir de référentiels existants, d'écrits du domaine, d'écrits de mes collègues de la TELUC et des données d'un projet de recherche institutionnelle qui avait été réalisé par la professeure Josiane Basque. La proposition de référentiel, elle propose un regroupement des énoncés selon 3 aspects. Le cadre général du conseil en pédagogie universitaire à distance, c'est-à-dire des compétences qui ont vraiment un lien avec le contexte dans lequel on intervient en conseil. Le processus de consultation interne qui est différent à certains égards du processus de consultation externe. Et finalement, la compréhension de soi en tant que consultant. Aujourd'hui, les compétences dont je vais parler spécifiquement concernent la compréhension de soi en tant que consultant. Alors, je vous disais tantôt que je n'ai pas pu associer des compétences à des phases spécifiques de ADI. J'ai compris pourquoi. C'est en partie dû à ma formation et en partie dû au fait que j'interviens en conseil interne. Alors, je m'explique. Dans le cadre de ma formation à la conception pédagogique, moi, j'ai été formée à la méthode d'ingénierie d'un système d'apprentissage dont l'acronyme est MISA. C'est une méthode qui a été développée au Centre de recherche l'ICEF sous la direction de Gilbert Paquette. Elle est enseignée donc dans différents cours de la TELUC, parfois dans des versions simplifiées. Et c'est une méthode qui est centrée sur les tâches du concepteur du système d'apprentissage. Alors, vous voyez dans ce schéma qui est tiré d'une présentation sur la MISA qu'a préparée Josiane Basque, que le nombre de phases de la MISA est différent du nombre de phases de ADI et qu'on ne peut pas établir là, une correspondance exacte de l'une avec l'autre. Et donc, je me suis rendu compte que dans mon schéma mental de ce qu'est la conception pédagogique, j'étais très influencée par cette formation-là et j'ai tendance à la penser non pas selon le modèle d'ADI, mais davantage selon le modèle de la MISA avec ces 6 phases et puis ces 4 axes de développement plutôt parallèles. Si vous voulez en apprendre davantage sur la MISA, l'hyperlien qui est en bas de la présentation ici vous permettra d'accéder à la présentation de Madame Basque et de découvrir aussi là, dans les ressources supplémentaires quels sont les cours qui permettent d'en apprendre davantage sur cette méthode-là. Et l'autre facteur qui fait que je n'arrivais pas à associer des compétences à des phases spécifiques, c'est que moi j'interviens en conseil interne. Dans le cadre de ma recherche, j'ai découvert qu'il y a en fait très peu d'écrits sur les particularités du conseil interne. Il y a Barnes et Scott qui ont écrit sur le sujet et si vous intervenez en conseil interne, je vous suggère fortement de les lire. Il y a aussi Lescabault, Payette et Saint-Arnaud qui sont cités dans Massé et Gagné, qui ont identifié des caractéristiques dans lesquelles je me suis parfaitement reconnue, c'est-à-dire que je suis une employée de l'organisation, j'interviens dans une fonction conseil, je n'ai pas d'autorité sur les départements pour lesquels je travaille, je suis soumise aux règles de l'organisation, je connais bien la culture de l'organisation, et je dois d'abord être fidèle à cette organisation-là, donc je dois respecter ses valeurs, ses politiques et ses priorités. Il y a des avantages à intervenir en conseil interne, notamment la culture de l'organisation que j'ai déjà mentionné tantôt, mais pour quelqu'un qui intervient en technologie éducative, la connaissance de la technologie utilisée dans l'organisation est définitivement un avantage. De même que notre capacité à obtenir de l'information, quand on en a besoin, de la bonne personne, parce qu'on sait qui détient cette information-là dans l'organisation, ou au pire, on sait qui peut nous aider à trouver la personne qui la détient. Alors,
Si on compare le conseil externe au conseil interne, le conseil externe est beaucoup plus linéaire. Il est marqué de jalons. À certains moments, on va obtenir, par exemple, l'approbation du client. Et s'il y a des changements ultérieurs, on va facturer le client en conséquence. Bon, alors dans un processus de consultation interne tel que décrit par Barnes et Scott, le processus, il n'est pas linéaire, il n'est pas clair. Il est plutôt organique et désordonné et on constate ici qu'il y a des phases qui peuvent être répétées, il y a des phases qui peuvent être escamotées et ou complétées plus tard. Alors, c'est certain qu'on n'a pas le même rapport à notre processus de conception pédagogique que quelqu'un qui intervient dans un rôle de consultation externe. Aussi, Barnes et Scott, de même que Van Nussen. Van Nussen, lui, a fait un projet de recherche auprès de concepteurs qui travaillent en milieu universitaire, donc très près de ma réalité. Ces chercheurs-là en sont tous venus à la même conclusion, qu'il était très, très important pour les personnes qui interviennent en conseil interne de développer leurs habiletés d'influence interpersonnelle. En fait, ils vont jusqu'à dire, si vous n'avez qu'une chose à faire, développez ça. Parce que c'est ainsi que vous allez être capable d'accomplir vos mandats. Alors, c'est là-dessus spécifiquement que je vais vous amener à voir les compétences que moi j'ai fait ressortir dans le référentiel. Et puis, ce sont aussi les compétences sur lesquelles moi je me suis le plus questionnée, à savoir c'est quoi mon niveau de maîtrise de chacune d'entre elles. J'en ai conclu que pour moi, c'est toujours en développement. Il y a des moments où j'ai l'impression que je suis capable de les mobiliser pour agir avec pertinence dans mon action professionnelle. Et il y a d'autres jours où je fais mon bilan de journée et je me dis « Ah non, ici, là, ça aurait été mieux autrement ». Je vais donc examiner là, chacune d'entre elles en particulier. Alors, en ce qui concerne la compétence adopter des comportements d'influence réceptive pour recueillir des informations ou obtenir un engagement, moi, je vais vous dire, j'ai surnommé cette catégorie-là de compétences. Tu ne peux pas lire dans l'esprit de l'autre. Alors, ça, c'est parce qu'elles ont en commun qu'il faut que tu entres dans une démarche pour aller chercher de l'information de l'autre. Et donc, cette démarche-là commence avec des choses qui, somme toute, apparaissent simples. Il faut savoir poser des questions et il faut parfois encourager la personne avec qui on travaille à se centrer là, sur un sujet en particulier. Il peut y avoir quelque chose qui est très important pour nous et il faut l'amener là pour qu'elle nous rencontre. Il faut savoir l'écouter et même si paraphraser, ça paraît un peu usé comme technique de communication, ça n'a pas fini d'être utile. Donc, de redire dans nos propres mots ce qu'on a compris que l'autre a dit pour valider notre compréhension et puis s'assurer aussi qu'on a clarifié un point qui peut-être était très important pour nous, peut-être pas pour l'autre personne ou le contraire. Évidemment, il faut avoir une attitude d'être à l'écoute et être capable de s'identifier à l'autre, c'est-à-dire de se mettre à sa place aussi. Par moments, ça peut être très aidant. Et même, parfois, là, j'ai trouvé ça amusant quand j'avais vu ça, de révéler des informations qui nous concernent, mais qui vont permettre d'établir la confiance avec l'autre personne. Et je ne parle pas nécessairement ici de raconter sa vie personnelle, mais ni de trahir le secret des autres collaborations qu'on vit dans notre métier, mais parfois de révéler même une vulnérabilité ou d'admettre que, ben, tu sais, moi, cette chose-là, oui, je l'ai déjà faite, celle-là, je ne la connais pas encore, je vais l'explorer avec toi. Ça peut contribuer à garder cette ouverture-là dans la collaboration. Et finalement, d'être capable de résumer ce qui vient de se passer de manière à inciter l'autre à s'engager dans l'action. Par exemple, tout bête, là, mais de finir une rencontre en disant, donc, si j'ai bien compris, mercredi prochain, quand on se revoit, tu vas pouvoir m'apporter des informations sur telle chose et moi, je vais avoir écrit telle affaire. Et donc, on établit là, des balises qui sont plus claires et qui permettent à la personne de s'engager, de dire, oui, c'est bien ça, moi, mercredi prochain, je vais t'amener des informations.
sur telle chose. Le deuxième énoncé de compétence, c'est d'adopter des comportements d'influence expressive pour proposer des idées ou des recommandations. Et selon Barnes et Scott, ces comportements d'influence expressive-là sont extrêmement importants parce qu'ils favorisent l'établissement d'une relation de confiance. Et ils contribuent à rassurer le client ou la personne avec qui vous intervenez sur votre expertise puis sur vos habiletés de consultant. Donc, c'est pas rien. Et moi, je les ai surnommés « L'autre ne peut pas lire dans ton esprit ». Alors, ce que ça veut dire, c'est « faut que tu dises ce que tu veux ». Faut que tu laisses savoir à l'autre c'est quoi tes besoins, c'est quoi tes intentions, c'est quoi tes recommandations. On ne peut pas présumer que l'autre les connaît, il faut les dire. Et dans certains cas, ben, il faut vendre notre idée en démontrant pourquoi il serait sage ou bénéfique d'entreprendre une action plutôt qu'une autre. Et c'est là, je pense, que notre connaissance du milieu, des technologies qui sont utilisées, de ce qui se fait dans d'autres cours, dans d'autres programmes, dans mon cas, peut être utile pour le projet et aussi pour l'argumentation que j'utilise dans la relation de conseil. Dans certains cas, il faut négocier et la façon dont Barnes et Scott le formulent, ils disent, écoutez, parfois, il faut s'engager soi-même à faire quelque chose qui nous apparaît peut-être laborieux parce que c'est le besoin de l'autre. Ou peut-être que l'autre, il y a deux chemins qui s'ouvrent devant lui, puis c'est dans ce chemin-là qu'il voudrait que tu ailles. Puis tu dis, ben oui, je vais le faire parce que pour toi, c'est important. Ça fait partie d'un échange de bons procédés. Parce que l'autre aussi, peut-être, il fait des choses pour toi parce qu'il sait que c'est important pour toi, mais donc, il ne saisit pas nécessairement l'importance pour lui pour le moment ou pour le projet plus spécifiquement. Donc, il y a un échange de bons procédés qui peut se vivre. Et finalement, ça devrait se vivre dans un enthousiasme. Donc, toutes les personnes qui participent devraient voir un avantage à obtenir un résultat futur qui va être positif. La dernière compétence dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'être capable d'identifier des situations où il est préférable de se désengager temporairement ou complètement et de le faire de manière respectueuse. Et on s'entend que pour les gens qui interviennent en conseil interne, c'est probablement la zone la plus délicate. Surtout les deux dernières options. Alors, ou les deux dernières tactiques, pardon. Donc, l'importance de faire une pause. Et bon, Barnes et Scott, ils parlent de la pause café. Donc, de dire dans une réunion, ben, on va prendre un café ou on prend-tu la pause. Ça peut effectivement changer tout à fait le climat dans lequel le rendez-vous se déroule. Et moi, eux ne le mentionnent pas, là, mais très certainement, la pause biologique a démontré aussi ses avantages. Hein. On disparaît tous pendant 5 minutes, on revient avec un verre d'eau à la main et parfois, dans ces 5 minutes-là, il y a une idée qui a émergé, on s'est mis en mode solution, puis on repart sur une base très positive. Et on peut aussi remettre un rendez-vous à une date ultérieure. Le moment est bon, on se sent pas suffisamment préparé, on aurait voulu obtenir des informations qu'on n'a pas eu besoin, on n'a pas eu l'opportunité d'obtenir, ben, on peut retarder un rendez-vous, s'assurer que quand on est en rencontre avec nos collaborateurs, on est capable de contribuer pleinement dans notre rôle de conseil parce qu'on s'est outillé suffisamment. Parfois, il faut repenser les buts de l'engagement, c'est-à-dire qu'il faut questionner en cours de route l'ampleur de ce qu'on a entrepris. Et moi, je l'ai vécu dans plusieurs projets où, à un moment donné, on se dit, ben, OK, 8 études de cas, 4 études de cas, bon, tu sais, on rapetisse pour différentes raisons. Et ça peut être le temps qui nous est alloué, le niveau de difficulté, etc., qui nous amène à reconsidérer, mais idéalement, donc, en allant vers quelque chose de plus simple, moins lourd, moins complexe. Et les deux dernières options sur lesquelles je vais terminer, ce sont les options donc vraiment plus délicates qu'on dirait à l'interne, c'est de référer la personne avec qui on collabore à quelqu'un d'autre. Quand c'est vécu d'un commun accord, quand les deux se disent « Oups, regardons la chimie entre nous, c'est pas idéal, c'est merveilleux »,
c'est pas toujours le cas que les deux personnes le perçoivent également et de la même manière, mais c'est certainement une option quand on le peut de dire, ben, si on sent qu'il y a des enjeux au niveau de la confiance, au niveau de la difficulté, si on est en train d'essayer d'aider quelqu'un à faire quelque chose qui n'est pas du tout dans notre domaine d'expertise et qu'on sait qu'on a un collègue, une collègue qui pourrait fort bien s'engager dans ce processus-là puis être beaucoup plus aidant, dans certains cas, c'est une alternative tout à fait appropriée là, que d'explorer la possibilité que quelqu'un d'autre s'implique à notre place. Et finalement, mettre fin à l'engagement. Je vous dirais que dans le contexte où moi je travaille, en général, c'est pas une option. Si on a décidé qu'on allait faire un cours, on va faire un cours. Donc, c'est assez rare là, que ça pourrait s'appliquer, mais dépendamment des contextes dans lesquels les autres personnes qui écoutent la présentation travaillent, peut-être que dans certains cas, vous pourrez vous mettre d'accord avec la personne avec qui vous collaborez pour dire que le projet, au moment où en ce moment, il n'est pas approprié qu'il aille de l'avant et conclure que non seulement vous mettez fin à l'engagement l'un envers l'autre, mais aussi envers le projet. Alors voilà donc les compétences sur lesquelles je considère que moi, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, des opportunités à mettre en pratique. Et j'espère que certains d'entre vous y auront aussi trouvé de l'intérêt. Merci, Carole. Merci, Merci, Christine. Alors, on est maintenant rendu à la période de questions. C'est ouvert. Vous pouvez intervenir au micro. Je vais donner accès à tout le monde si je peux trouver ma petite commande. Ou encore au clavardage. Activez tous. Voilà. Donc, gênez-vous pas, vous levez la main pour donner l'accès aux personnes qui le veulent et vous pourrez intervenir directement à l'ordinateur ou au clavardage. On va laisser quelques minutes pour le monde de se préparer une question ou de formuler leur question, mais moi j'aimerais j'aurais peut-être une petite question en partant. Est-ce que tu peux un petit peu mieux expliquer le contexte exactement dans lequel tu fonctionnes à la TELUC? C'est peut-être un petit peu différent d'un autre contexte. Premièrement, est-ce que j'ai bien compris en pensant qu'il s'agit effectivement de cours en ligne ou c'est dans un autre cadre? Et est-ce que vous fonctionnez? Comment est attribué le rôle? Qui t'assigne un projet ou pas, ou des choses comme ça? Parce que comme ça, spontanément, on a l'impression que tu décides de travailler pour un projet. Alors, tu vois un petit peu le background de ton contexte de travail. Oui, Carole. Alors, je vais te répondre au mieux de ma connaissance parce que nous sommes en processus de restructuration, justement, des assignations de dossiers. Alors, je peux te donner la vérité telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors, les spécialistes en sciences de l'éducation, effectivement, travaillent à la conception des cours en collaboration avec les professeurs. Et tout récemment, nous avons été regroupés à l'intérieur d'un même service. Donc, nous sommes de mémoire, je crois, 16 personnes dans ce rôle. Et il y a une personne qui est à la coordination et qui nous assigne des dossiers de cours là, selon les besoins de l'université et ses priorités. Et ce sont effectivement des cours qui sont diffusés à distance et des cours de niveau universitaire. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, ça va. J'imagine que là, évidemment, tu as le contact avec l'expert de contenu, mais tu as aussi, c'est toi, je présume, qui fait le contact avec l'équipe technique comme telle. Tu fais le passage des deux.
Oh, je suis toujours en micro. Excuse-moi, je pensais que j'avais enlevé mon micro. Écoute, il y a un certain rôle de coordination avec les équipes de médiatisation, mais encore une fois, nous sommes à questionner là, cette façon de travailler. Donc, pour le moment, oui, il y a un certain rôle de coordination. Mais ça peut être aussi le professeur qui l'assume. Si, je vois que Boriana a levé la main, alors tu peux prendre la parole ou t'adresser au micro. Vas-y, Boriana. Boriana, je ne sais pas si tu essaies de prendre la parole, il faut que tu cliques, que tu mettes ton micro actif. OK, entre-temps, on va laisser Boriana voir un petit peu cette technique. Il y a aussi Hélène Lalancette qui nous demande dans le clavardage, est-ce que le CP à la TELUC participe à la révision après la cohorte pilote d'un cours? Alors, les spécialistes en sciences de l'éducation à la TELUC, ils offrent un service dont les professeurs peuvent se prévaloir pour la révision des cours s'ils le désirent, définitivement. Je réponds à ta question. OK, il y avait aussi Monsieur Claude Potvin qui veut prendre la parole. Vas-y, Claude. Oui, bonjour. Alors, Christine, je voulais savoir si les compétences que tu as identifiées s'appliquent, parce que tu as bien précisé que tu étais en contexte interne. Est-ce que ces compétences-là s'appliquent aussi dans un contexte externe? Et si oui, quelles sont les différences qu'il y aurait entre ta situation et la situation d'un conseiller en externe? C'est une excellente question, Claude. Je n'ai pas l'impression de pouvoir y répondre de façon vraiment satisfaisante parce que ça n'a vraiment pas fait l'objet de ma recherche. Donc, ce que je peux te donner, c'est des pistes, mais vraiment plus au pifomètre qu'autre chose. Je crois que certaines de ces compétences-là peuvent aussi être utilisées dans un contexte de consultation externe, mais que les enjeux sont différents. Par exemple, si on regarde le dernier point ici, où il est question de la capacité de se désengager temporairement ou complètement. Si tu le fais dans un contexte de consultation externe, il y a des enjeux contractuels, il y a des enjeux financiers. Si tu travailles dans une entreprise qui fait le traitement de cours en ligne pour des clients externes, tu as aussi des ressources possiblement qui avaient été mobilisées pour ce projet-là qui se retrouvent sans mandat et possiblement sans source de revenus. Donc, je pense que les enjeux peuvent être assez différents selon qu'on intervient à l'interne ou à l'externe dans ces cas-là. Il y aurait un bon sujet de maîtrise, donc. Moi, c'est déjà fait, mais vas-y, vas-y. Est-ce que je pourrais poser maintenant ma question? Tout à fait. Vas-y, Boriana, on t'entend bien. J'ai constaté que dans mes contacts, au début, pour établir un bon contact avec l'expert de contenu, une des petites techniques que j'utilise, c'est de s'adapter à son style oral. C'est-à-dire, certains professeurs sont plus formels dans leurs relations, ils vous voient, ils demandent un style d'expression orale plus soigné, disons. D'autres sont beaucoup plus informels avec le tutoiement.
et s'adapter à leur manière de parler, ça aide. Est-ce que vous avez les mêmes observations? Oui, tout à fait. Je dirais dans ma pratique, mais aussi dans le cadre de mon travail de recherche. D'ailleurs, il y a une autre compétence dans le référentiel qui traite spécifiquement de ça, de cette capacité, je dirais, à lire l'autre personne et à adapter son style d'intervention à cette personne-là. Vous avez mentionné les préférences au niveau la communication orale, mais je pourrais ajouter à ça au niveau de la communication écrite. On pourrait ajouter à ça, vous avez mentionné le niveau de formalisme dans le contact, certainement. Dans un cas comme le mien, je dirais même le niveau d'expérience de la personne en formation à distance, son bagage en formation universitaire, sont tous des facteurs là, qui entrent dans l'équation. Merci. Bienvenue. On a ensuite Hélène qui a posé une question dans le clavardage. Est-ce que la première cohorte d'un cours... Oups, ça je viens de le perdre. Ah, OK. Est-ce que la première cohorte d'un cours fait l'objet d'un processus de suivi particulier et systématique? La même CP responsable du dossier est-il automatiquement impliqué dans les ajustements après une première édition d'un cours? OK, je vais préciser là, par rapport au fonctionnement institutionnel. Ici, c'est pas le conseiller pédagogique qui est responsable d'un cours, c'est le professeur. Donc, c'est le professeur qui va pouvoir suivre son cours, recevoir la rétroaction lors des premières diffusions et décider s'il va aller de l'avant ou pas avec des modifications et décider à qui il fera appel pour collaborer avec lui à ces modifications-là. Je pense que peut-être, dépendamment des contextes, là, les processus sont un peu différents, mais chez nous, c'est définitivement le professeur qui est responsable de son cours lorsqu'il débute la diffusion. J'espère que Hélène, ça l'a répondu à ta question. Tu pourras revenir un petit peu plus tard. OK, merci. C'est plus clair sur le fonctionnement et le cycle de vie du cours. Il y a aussi Gilles Demers qui a écrit « J'évolue dans un contexte de consultation externe et je me sens tout à fait concernée par les compétences, sauf en effet en ce qui a trait à mettre fin à un engagement. » Et j'en profite de la situation pour dire que je suis un petit peu d'accord. Moi, personnellement, c'est Carole qui parle. Mais ça m'est déjà aussi arrivé d'être dans un contexte de consultation externe, de conception externe, où l'engagement a pris fin. C'est moi qui l'ai abandonné. Bon, il y a des circonstances particulières. Ensuite, on a Bonnie Johnson qui nous dit « Moi, je suis consultante interne. À ce moment, j'ai le problème avec un projet difficile avec les professeurs qui ne sont pas crus dans le projet. Je suis pas sûre. C'est très difficile. Les tactiques sont bonnes en principe, mais en pratique, plus problématiques. Comment est-ce que votre unité négocie avec les professeurs et leurs chefs? Est-ce que vous avez les plans de projet, par exemple, ou quelque chose qui s'approche? Je m'excuse, je ne suis pas certaine de tout à fait comprendre la question, Carole. Est-ce que tu pourrais tenter de la reformuler un petit peu? C'est pas moi qui l'ai écrit, donc c'est une interprétation autant que la tienne. Okay. Ce que je comprends, peut-être que Bonnie peut préciser un petit peu. Je ne sais pas si Bonnie, tu veux prendre la parole. Ah oui, bonne idée. Bon, alors, je ne sais pas si Bonnie a un problème à ce niveau-là. Peut-être que j'interpréterais ça en disant que, d'après ce que je peux comprendre, moi, il y a des problèmes de communication, probablement avec le professeur. Mm-hmm. Mais je ne sais pas le cru
Dans le projet, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est qui ne sont pas crus dans le projet ou qui, pour les professeurs difficiles, qu'est-ce qu'on fait quand on négocie et terminer n'est pas une option? OK, quand on ne peut pas négocier et ni arrêter. Alors, on a une difficulté avec un professeur, finalement, c'est ce que je peux comprendre. Qu'est-ce qu'on a comme option? Quand négocier et terminer n'est pas une option. Bon, je connais très peu de sons, c'est ça, je connais très peu de la dynamique dans laquelle cette personne-là évolue. C'est sûr que nous, à l'interne, on a des personnes ressources qui peuvent intervenir pour faciliter la progression des projets si on rencontre des obstacles majeurs en cours de route. Donc, j'espère pour elle que dans son contexte, il y a aussi là, des intervenants qui peuvent permettre de baliser un peu la route s'ils rencontrent des difficultés qui sont plus majeures. Oups. C'est où on voit que c'était dans le cas de professeurs qui ne croient pas, Claude a fait une meilleure interprétation que la mienne, qui ne croient pas au projet. Je ne sais pas si ça s'est passé dans ton expérience, si tu as l'expérience de ce genre de choses-là. Moi, en tant que conceptrice pédagogique, je sais que je l'ai vécu quelques fois. C'est effectivement une situation extrêmement pénible. Est-ce qu'il y a des façons de s'en sortir d'après toi? Je ne veux pas faire trop de jaloux, mais j'ai pas eu à gérer ça, moi, personnellement, de façon très significative. Alors, j'ai pas une grande expérience du sujet. Et donc, dans la littérature, là, il y a rien dans les écrits, il n'y a rien qui me vienne en tête là, qui soit particulièrement lié à ça, sauf ce qui me vient en tête spontanément, c'est l'importance de définir clairement le mandat en début de projet et de s'assurer de l'adhésion de tous. Je ne dis pas que c'est toujours facile à obtenir, mais c'est une problématique à laquelle moi je suis sensibilisée depuis aussi longtemps que je fais de la formation et donc bien avant d'être ici à la TÉLUQ. Si la personne, le client ne sait pas ce qu'il veut, s'il n'est pas capable de formuler clairement sa demande, il y a de grosses chances qu'il ne sera pas très satisfait de la solution parce qu'il ne se reconnaîtra pas dedans. Et donc, dans un projet, c'est vrai que c'est très difficile de rattraper en cours de route, j'en doute pas, mais la leçon qu'on peut tirer, je crois, de ces expériences-là, c'est de mieux baliser le début du parcours. Parce que l'adhésion au projet, si on parle de quelqu'un qui n'y croit pas, c'est parce qu'il n'y adhère pas. Donc, il ne se reconnaît pas dedans. Donc, y a-tu vraiment été... es-tu là parce qu'il est obligé? J'ai des questions là, que je me pose. Es-tu là parce qu'il est obligé? Qu'est-ce qui fait qu'il est là s'il n'y croit pas? Et s'il est là, puis au départ, il avait envie d'y être, puis en cours de route, il n'y croit plus. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été manœuvré avec succès. Là. On l'a perdu en cours de route. Et effectivement, ça doit être extrêmement difficile et douloureux pour les autres membres de l'équipe. Je m'excuse, c'est à peu près ce que je peux vous en partager. C'est l'importance de baliser dès le début, parce que si le client ne sait pas ce qu'il veut, il ne se reconnaît pas dedans. Donc, ce que tu vas lui livrer, il y a des bonnes chances que ça ne ressemblera pas à ce qu'il voulait. Merci Christine. Si je peux ajouter un petit mot là-dessus, ça m'est arrivé dans différents contextes, dont entre autres dans mon travail régulier à l'université.
Et le contexte à ce moment-là est assez particulier parce que les personnes qui ont le choix de travailler, là, le professeur doit faire le cours, il n'a pas le choix, ça fait partie de ses tâches. Et le concepteur pédagogique n'a pas le choix de travailler avec le professeur. Donc, on doit arriver à quelque chose. C'est toujours une situation qui est extrêmement pénible. Moi, personnellement, je pense qu'on peut pousser jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, il faut admettre les limites, puis faire tout ce qu'on peut pour arriver à un produit qui soit quand même acceptable, parce que je pense que forcément, le résultat de ça, ça risque d'être un projet, un cours, finalement, un environnement qui sera pas extrêmement, qui aura pas en tout cas la qualité que ça aurait pu être. Gilles suggère ici, dans certains cas, faire intervenir le donneur d'ouvrage. C'est vrai, mais moi, personnellement, je pense je pense que ça devrait avoir lieu avant pour prévenir. Et le problème aussi, c'est que quand le problème est déjà ancré, est déjà présent, l'intervention après coup devient extrêmement difficile parce qu'il y a comme des positions qui ont été prises de part et d'autre. Donc, puis peu importe comment on l'appelle, la personne qui fait la gestion du projet arrive comme un petit peu quelqu'un de petit peu étranger à la relation qui s'est établie. Donc, c'est plus ou moins efficace. Personnellement, je n'ai pas encore vu de bonnes solutions à ce genre de problème-là et ça se pose assez souvent. J'ai vu quelques cas là-dessus. On a aussi, on est à la veille de passer à la deuxième présentation, mais il y a encore du temps un petit peu. Pour les professeurs difficiles, qu'est-ce qu'on fait? Donc, excuse-moi, je reviens à l'envers. Une option dans certains cas. OK, je seconde Gilles. Il faut, Claude Povin dit il faut en référer au supérieur. D'ailleurs, il faut toujours mettre dans la boucle et rendre compte du travail, oui. J'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Il y a des commentaires. Il est vrai que la brisure est parfois irréparable. Il faut terminer le projet les dents serrées de part et d'autre. Ça, oui. Julius nous dit, sauf si on travaille à l'externe, dans la majorité des cas, nous n'avons pas grand-chose que d'exprimer partiellement nos soucis et faire de notre meilleur pour survivre. En effet, alors il y a effectivement, on est un petit peu tous d'accord pour dire que c'est une situation qui est extrêmement pénible. On va finir par trouver une solution un jour. Si je peux me mettre à mon doctorat, j'essaie de travailler. Je suis revenue, Carole, justement sur ce qu'on peut faire là, pour obtenir de l'engagement. Et je pense que dans les choses qui ont été mentionnées jusqu'à présent, il n'est pas revenu l'idée qu'il faut être capable de s'identifier à l'autre. Alors pour moi, quelqu'un qui ne s'engage pas, il y a ses raisons. Et il faut que je les trouve. Et des fois, c'est des raisons qui sont totalement hors de son contrôle. Et j'essaie, parce que l'engagement, c'est quelque chose qu'il faut l'avoir au début, mais il faut le maintenir. Et en cours de route, rester à l'écoute de l'autre pour comprendre où il en est, qu'est-ce qui fait peut-être qu'il n'est pas aussi engagé qu'on aimerait qu'il le soit. Et je sais que c'est pas toujours facile, mais souvent il faut le faire en vivant une certaine distance par rapport à ça, un certain dégagement émotif qu'on n'est pas toujours capable de faire facilement, parce que nous, on s'engage aussi beaucoup dans nos projets, mais l'autre peut être sollicité ailleurs et pour d'excellentes raisons aussi. OK, merci Christine. On est maintenant rendu à la deuxième partie de la présentation. Je regarde mes... OK, merci. Donc,
deuxième partie de la présentation, je vois que Dr. McGrill est présent. Il nous a dit bonjour au l'abordage. Donc, le deuxième thème, une approche agile en matière d'élaboration et d'assemblage de ressources éducatives libres, est présenté par M. McGrill. Dr. McGrill est titulaire de la chaire de l'UNESCO Commonwealth of Learning, conseiller international de l'enseignement à distance en matière de ressources éducatives ouvertes, ainsi que directeur au Technology Enhanced Knowledge Research Institute, un institut d'enseignement technique associé à l'Université Athabasca. Il est également coéditeur de la publication International Review of Research in Open and Distributed Learning. Il a occupé, entre autres, le poste de vice-président associé à la recherche à Contact Nord en Ontario et le poste de directeur administratif à la télééducation du Brunswick, un réseau d'apprentissage en ligne offert à l'échelle provinciale. Il a aussi travaillé au Moyen-Orient, aux Seychelles et en Europe. Et je laisse maintenant la parole à M. McGrill. Oui, est-ce que vous m'entendez? Moi, je ne l'entends pas. Dr. McGrill, we don't understand. Okay, I see that you're coming. Please, Oui. not enough, not loud enough. Oh. Could you try again? Est-ce que ça c'est meilleur? Oui, c'est très bien. OK, merci. Oui, j'ai l'intention de parler en anglais parce que je ne veux pas massacrer la langue de Molière. Et si vous pouvez poser des questions en français, en général, je peux capable de les comprendre. I'm talking today about agile development of open educational resources. And I put in open educational resources because they are a growing movement worldwide. And I believe that 2 years ago in Moncton, l'Organisation Internationale de la Francophonie has started an initiative in support of open educational resources, les ressources éducatives libres en français. And it's becoming, many more resources are becoming available. And we are promoting the development of these resources. However, having said that, agile development is not just for open educational resources. It's an approach to the development of resources. I would encourage you to make your resources open and available to everyone, but it's not necessarily confined to that. And many of the ideas come from the development of software and the software industry, where 85% of software development projects do not succeed. And from that, Kent Beck developed agile programming to ensure success and to make sure that if you take an iterative approach to development, you can ensure that the project, that the software will work as you continue. And he refers to this as extreme programming. And it's, again, it's the basis for the agile development philosophy. And what I and others are proposing is that this approach to software development can be ported to courseware development and used by educators successfully. Now,
before I even get into that, I want to express our support for mobile learning, which we believe is crucial to understand where we're going with the development of courseware. And right now in the world, there are 1.6 billion internet connections. The world population, in fact, is now greater than 7 billion people. And over 1/4 of the world's population is on the internet. There are 3.4 billion mobile devices, 1.3 billion mobile internet users, and more people are accessing the internet using mobile devices than using laptops or desktops. 1/3 of the people who access the internet only access it using a mobile device. And this proportion is growing rapidly. And so this has implications for us as instructional designers, as designers of any type of educational content. And the implication is this, that we design for mobile first. That is, we've been designing for paper in the past, and then we ported it over to desktops. And now many of us are designing for desktops, and we're porting these over to mobile devices like phones and tablets. And what I am proposing and supporting is that if we design for mobile first, it's a lot easier then to port your material to a desktop or to print. And so the world we live in is mobile, and I believe that we have to accept that fact and go forward. Now, when we get into agile programming, and again I say keep in mind that I'm talking about developing courseware, open courseware in particular, for use on mobile devices. And the key point about agile development is that as you're developing, you respond to change over following a plan. So you do not let the plan interfere with the reality. And this illustration shows it quite well, where you have any plan that's developed shows a straight line and to the finish, when in reality there are many bumps and many shallows and rivers to cross, etc. And the reality will always come closer to the bottom slide than to the top slide picture. So, what is agile learning design? Well, you look at the requirements, you design it, you implement it in one stage, you verify it, and then later on you're maintaining it. And this has been done typically in courseware design as taking the entire project, whereas in agile learning design, they reduce it to specific modules and they do it in an iterative manner. And this approach can be adapted for web-based course development. And we use it when requirements are vague or changing. And we know that in the internet world and the use of technology today, things are constantly changing. And we need to ensure that our course material is adaptable for that. And here are some of the proven techniques, are these in agile learning design. Early concrete feedback, that is, you don't wait till you're finished to get people to comment on it. You continuously ask for feedback from the content experts and the designers. It's incremental, that is, you do it one step at a time
and before you go to the next step, you test it to make sure it works. The scheduling is flexible. It can go up or down depending on the needs of the development cycle. The testing is crucial at each stage, and it promotes a collaboration, especially between the content matter experts and the learning designers at all stages of the design process. So how is it innovative? Well, all the practices are under one umbrella. You practice as thoroughly as possible. You ensure that your practices support each other to the greatest possible degree. And this is important, is it's a mentality of sufficiency, not scarcity. And that is, in the past, we've always been constrained by the limitations of the resources. And what Agile Learning Design proposes is think of in terms of, is it sufficient? Is it enough to do the job? Rather than, oh, we don't have enough content here to do what we want to do. You do this by reducing the scope rather than by reducing the resources. So here's some problems that are typical in course development work. The schedule slips. Well, the solution is use short release cycles. That is, if the schedule is slipping, if you shorten your modules and you limit what your objectives are in each step, you can have shorter releases and still stick to a schedule. Problem: a project is cancelled. And this can happen quite often. Again, the solution is the smallest release that makes sense. So instead of building the cathedral, you build short, simple modules, so as when the project's cancelled, you've still got many things that work. The whole thing is not a failure. The problem, a system goes sour. There's too many defects. And again, this can be a major problem. That can be overcome if you continuously test the material. So as you don't wait till the end to do the big testing of the material and seeing if it works. You're doing this all the time. So as it never goes sour, and the defects are caught before they become serious and affect the development process. A problem: misunderstandings by developers, clashes between them. For this, the content expert is part of the team. And I know at Athabasca University, and at many other universities developing courseware, they get a full package from the content expert. It's given to the designers, and then there's no communications until near the end, or maybe one or two communications in between. And this method relies on having the content expert available at all stages of the development. So as things that could go wrong do not go wrong. Another problem: halfway through your development, the course changes. And this happens quite often at Athabasca University, where in order to keep up with the changing developments in many fields, especially in science and computer science, there needs to be a way of addressing those changes as they arise. And the solution again is to shorten the release cycle. So as
as you develop something, you release it in time in order so as it's still relevant. And if it is no longer relevant, it's a shortened content, it's limited content, it can be taken out, replaced, and move on. Here's a problem. Your content is rich in features you don't need. And this has been a big problem to us traditionally at Athabasca University, where the designers keep adding on and making it all these bells and whistles. And in the end, the project doesn't get finished. And the solution is address only the high priority tasks. So the idea is that you address the high priority tasks and get them done so as it's all ready according to a specification. And then after that, you could add on modules that add on bells and whistles, etc. But make sure that your objectives are achieved first. Your high priority objectives. Staff turnover, people change in between. Well, the key is that the developers are accountable for their own work. So again, you have short cycles that can be assigned to specific developers, and they do their short iteration of the content, and if they leave, that part is already done, and people can take over more easily from there, rather than having them in the middle of everything, and when they leave, it creates a huge hole in the team. The control variables that you have in any development project are the schedule, the cost, and the performance. Oops, what did I do there? I don't know what happened there, please excuse me. We can see now the page control variables. Yes, it's gone too big on my screen though. I haven't used this software before, so I don't know how to reduce it. We now see the page problem, staff turnover. Yep, I have it now, and it's back to normal. Yeah, the control variables are the cost, which quite often you can't really change. The cost is fixed at the beginning. Your time, you have to finish within a certain time frame, let's say for the beginning of the next semester. The quality, you must have high quality. So again, this is not something you want to tamper with too much. So scope, the scope of a project is the only variable that you can really play around with. And I think this is an important aspect of design, is instead of creating a huge scope and sticking to it, is reduce the scope into small iterations each time, and that way you can keep it, the cost, the time, and the quality all under control in a much better way and a much more effective manner. With the cost, too little or too much money causes problems. Too little or too much time causes problems. Quality, terrible control variable. A short-term gain in quality can be very costly if you don't keep strict quality. However, less scope can equal better quality
and less time. So scope is the key variable that we need to keep our eye on. So the costs of change in a project, well, traditional projects, if the cost changes during the project life cycle, the cost goes up. Whereas with agile projects, the cost tends to go down near the end because you've done it in an iterative manner, and each section that has been done, each iteration, each module has been completed. So the cost no longer rises over time. Change is cheap. You can change as you go along. You can charge ahead. You can defer decisions. You only implement what's needed. And maybe those dollar costs won't happen in the end. It could even be done more cheaply than what you first budgeted for. So here's a slide of the learning design, agile learning design values. And you can see here, keep it simple, stupid, and short. And you use the whole team. Everyone's involved. You use small releases. You test it with the customer. Continuous integration. And it's driven by tests, and it's owned by the whole group. And these are the values that we need to put forward in an agile learning design project. So the Agile Manifesto says that the highest priority is user satisfaction with early continuous delivery. So on each iteration that you do, you get the buy-in from the users. You welcome changes. If changes come about, even late ones, you welcome them and you can put them in. And deliver frequently. Each module should be delivered in 2 weeks. And that way you can keep a handle on the project. If your module cannot be completed in 2 weeks, then what do? You reduce the scope so as it can be delivered in 2 weeks. The faculty and staff work together. You use and support a motivated team, and you have face-to-face conversations as much as possible. Others, the working modules measure your progress. So as that means, as each module is completed, it's tested, and it shows that you have moved forward. It leads to sustainable development on each level and continuous excellence because the quality is tested at every stage. It's simple. It's a simple way of developing. Self-organized teams work together, and you have regular reflection on what exactly you're doing and at what stage you're at. So, agile learning design promotes individuals and interactions over processes and tools, a working product over comprehensive documentation, customer collaboration over contract negotiation, and responding to change over following a plan. That is, while there's value in the items on the right, we value the items on the left more. So we're not dismissing what's on the right, but we're saying that what's on the left is more important and we should put more value in. So that's my views on agile learning design. It is new. There are some people experimenting with it, and I hope that it's tweaked your interest and that some of you will look into it and see whether it can be fit into your situations. And I'll open for questions now and comments.
Dr. McGreal. I will now let activate microphone for everybody. Everybody could use the microphone to ask their question or to use the chat. Claude, tu as la main levée. J'imagine que ça venait de la présentation précédente. Je crois, à moins que tu aies déjà une question à poser. Si oui, d'accord, merci. So we are now at the question. Is there anybody? Okay, Cathy Snow. I'm wondering, you will forgive my English. I have done both designing a course prior to delivery and designing and release every week with feedback. Some students prefer to have the entire course to their so they can better self-pace. What are your thoughts about this? Oh, I fully agree that the students should be given the full course materials. I found it very frustrating years ago with computer-based training that wouldn't let you go and see what's ahead, that you had to go through each one. When I talk about short iterations, I'm talking about the design and development of the course material. But once it's all developed, the course should be out there as an open educational resource and freely available to the students. And so I am not suggesting in any way that we keep back the material from the students. I believe that self-pacing is really important. Most of our students at Athabasca are self-paced. Some finish in 2 or 3 weeks, and others take 1 or 2 years to finish a course. Maybe I have a question. That way to figure design, you say it's, I think, fairly new. How much do you think it is used across Canada? Is it something that is very much that university adopt very much, or is it still rare? It's very rare. There's a few individuals in British Columbia and some at Athabasca. It is not implemented fully in Athabasca, but there are some people adopting this, and quite often it's just a partial adoption. And so it is quite rare. As far as in computer programming, the Agile approach has been around for about 15 years, and it's become very successful and very popular. But for learning design, no, I think the word is just getting out about it, and I'm hoping that people will try it. So there's no evidence yet in learning design that this approach works better than any other approach. But I guess what I am supporting is saying try it and see, and let's get some research and see if it really is better. I think there's a very good reasons why it would be a lot better, especially when we've had these huge courseware development projects and they never quite get finished. And this is a way where you can always ensure that it gets finished in one way or the other. We do have a question Okay. from Cathy Snow. Go ahead. Kathy or me? You. Yeah, if you could answer, I guess you can read it at the chat. So Okay. Go ahead for the answer. Kathy's Julio. Sometimes we're forced to deliver only small parts at a time. That's true, and that's true at Athabasca also, especially if we're rushing a course out there. And but sometimes it can't be avoided. But if you can avoid it,
I still believe that the best method is to release all the material. And we're talking about user feedback in the development program. I see what you mean. You're saying that it has to go to the students as well. And in an experimental phase, you can use students. I think that's a good point. That is assuming that the students are that some students are part of a team too, which might be difficult to implement. I was thinking in terms of the teacher and the staff and then putting it out. But I think that's a good point, is to test it on students as well. There's also Bonnie Johnson who has a question, so go ahead. I have that, yeah. Bonnie, developing first for mobile is no more difficult than developing first for print. It's just a change in orientation. And so I think that all too many of us are still, and it is in our university as well, we're developing for for desktops. Well, desktops are selling far less than tablets and mobile devices and even small laptops. So we're sort of stuck in an old paradigm by developing for desktop computers. But if you understand that the tablets and small phones are where the students are, where the people are in the population, then it makes sense to develop for them first, rather than continuing developing for a technology that's on its way out, which is the desktop computer, at least on its way out in educational contexts. And if you're tied to a learning management system, I believe that Moodle and Desire to Learn anyway are mobile enabled already. So you could still use them there. And there's ways of getting around the learning management system too, by linking and other means. Claude, are you an adept of Sam Allen's successive approximation model? No, I'm sorry, I'm not familiar with that. But I'm noting it down and I'll have a look, check it out. Gilles, yes, for corporate clients, they're interested in the product, and they need a product that works. And I know people in the United States who work for agile companies, and they go into corporations that have spent millions of dollars on developing software, and the agile teams come in and they get something working that the corporation is happy with within a few weeks. And so what corporations are interested in is having something working that serves their needs, whether that be in computer software or education, training for their staff. So if you can come in with an agile approach that accelerates the development process and gets them with workable learning courseware more quickly than in the past, I'm sure they'll be very happy with it. Do you believe, Kathy, an entirely mobile course is possible? In my research, I found this problematic. Text entry still isn't fun, and at some point you need to write papers.
Yes, I agree with you. I use a small laptop, and it doesn't have to be totally mobile, but our students are mobile. They surf the web on mobile. They do their learning on mobile. Many of the tablets have keyboards, and you see, go to any conference now, you'll see many people using keyboards with their tablets. It may not be, but it certainly does not have to be a desktop. And if it's designed for a small screen, your material, and it's designed for at least readability on a small screen, they can choose themselves whether they want to use a laptop or some other device to write their papers. So I don't think the evidence is in that things are entirely mobile. But I can tell you, courses aren't entirely on a desktop. They're not entirely in print. They're not entirely in lecture hall. So I think that however things turn out in the future, it won't be entirely in any direction or another. Are there downsides or dangers of using an agile model? Well, too many prototypes wouldn't be there because you design at each stage a finished product, so it's not a prototype. So they don't believe in the idea of rapid prototyping. It's more a matter of getting a finished product in place. And the downsides, I would think that there's not enough people using agile methods for us to point out. One of them was pointed out earlier, that what about getting student feedback right at the beginning? How do we do that? That could be a significant downside. And others in the software world is when people don't follow, don't reduce the scope. They're frightened to reduce the scope. They want to have all the features in and insisting on that right from the beginning. And so, yeah, I'm sure there's other downsides that will come as we get into it. Yeah, there's voice recognition to write. That's a good point too. I think I live more in the mobile enhanced space. Yes, the world is mobile, and that's what's happening all around us, and at our peril, we ignore that. Any further questions? Comments? Arguments? Yes, the user technical skill barrier to entry. I think that is a big problem, but it's been a much problem in the past, and I believe it's going to be less of a problem in the future as the systems and applications get easier to use, and as more and more students come up who are brought up in this mobile world, I think it'll become less and less of a problem, as it has. I can remember when it was a big problem in the 1990s, and it's much less of a problem now. Even with teachers in the 1990s, a huge reluctance and resistance. We are now close to the end. There's still time for a few questions, of course. But before we end, I would like to, I'm sorry, I will have to speak in French. Maintenant que l'atelier touche à sa fin, je voudrais prendre quelques minutes pour vous remercier chaleureusement, Madame Simard et Monsieur McGreal, pour votre participation.
Je voudrais simplement annoncer rapidement que le 3e atelier de la série 4 sera offert le 12 avril 2016. On va accueillir alors Madame Kimia Esla et Madame Isabelle Lafontaine. Ce sont 2 conceptrices pédagogiques dans le milieu industriel. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée. Comme je l'ai dit, c'est pas terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez continuer à utiliser la plateforme. Il reste encore quelques minutes. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Les micros sont accessibles aussi. Oui, la présentation va être disponible. Vous pouvez avoir accès à la présentation n'importe quand, dans à peu près 1 heure ou 2 heures. À partir de là, vous pouvez avoir accès à la présentation quand vous voulez.